Janvier 1939. Après 2 ans et demi de guerre civile, l'armée franquiste engage son offensive finale sur le front de Catalogne. Pour des milliers de travailleurs, de petites gens, qui savent qu'ils n'ont pas de pitié à attendre des vainqueurs, commence alors un tragique exode. Sur les routes qui mènent vers le nord, d'interminables colonnes de réfugiés essaient de s'échapper avant que l'étau ne se resserre. Le seul salut possible pour tous ces gens, c'est de gagner le territoire français. Mais pour cela, il faut passer les Pyrénées, avec les quelques hardes que l'on a pu sauver dans le froid et dans la neige. Le 26 janvier, les troupes franquistes entrent à Barcelone. Leurs tanks déferlent sans rencontrer de résistance organisée dans la ville qui, le 19 juillet 1936, avait infligé sa plus sanglante défaite au soulèvement militaire. Quelques jours plus tard, la ligne de front est déjà repoussée 100 km plus au nord, vers Figueras. Épuisées, démoralisées, les troupes de la République reculent inexorablement vers la frontière. Les troupes républicaines ne franchissent d'ailleurs cette frontière que pour être désarmées et internées sans douceur particulière sur l'ordre du gouvernement français. Un gouvernement qui se dit de gauche, qui est issu de la Chambre de Front Populaire de 1936, mais qui, aux combattants républicains espagnols, préfère visiblement les troupes franquistes qui arrivent sur leurs talons. Ces soldats, ces réfugiés vont en guise d'accueil connaître les camps de concentration qui parsèment le département des Pyrénées-Orientales. Mais eux, pour le moment du moins, ont sauvé leur vie. Ce ne sera pas le cas de tous ceux qui, pris au piège de la zone centrale, qui succombera définitivement le 1er avril, vont rester entre les mains des franquistes. Mais comment ? Malgré les trésors de combativité déployés par les ouvriers et les paysans espagnols depuis 1931, malgré l'immense espoir qui avait déferlé sur le pays en juillet 1936, là où le soulèvement militaire avait été écrasé, comment en était-on arrivé là ? Au début de la décennie, l'Espagne était encore une monarchie. Alphonse XIII régnait sur un pays aux structures économiques et politiques archaïques. L'industrie n'y était réellement développée que sur la côte cantabrique et en Catalogne. La grande propriété terrienne, directement héritée du féodalisme, régnait en maître dans le sud. La caste militaire
y jouait un rôle politique majeur. De 1923 à 1930, la monarchie n'avait été que la couverture de la dictature du général Primo de Rivera, une dictature qui, tout en faisant la chasse aux ouvriers révolutionnaires, s'était assuré la collaboration du Parti socialiste, dont Largo Caballero, l'un des principaux dirigeants, avait été promu conseiller d'État. L'Église était aussi l'un des piliers du régime. Elle possédait des richesses, en particulier foncières, considérables, et mettait tout son poids au service du maintien de l'ordre social inique qui existait dans le pays. Profondément obscurantiste, étroitement liée aux classes dirigeantes, elle avait une grande influence dans les couches les plus arriérées de la population. Mais elle suscitait par contre-coup une haine profonde chez tous les exploités qui n'acceptaient pas leur sort. Et ils étaient de plus en plus nombreux, ceux qui, révoltés par la misère des masses travailleuses, dont les conditions de vie des paysans sans terre du Sud étaient un symbole, aspiraient à changer l'ordre social. Le règne d'Alphonse XIII avait en outre été marqué par une interminable guerre coloniale, menée en collaboration avec la France, avec qui l'Espagne s'était partagé le Maroc. Parmi les innombrables officiers qui avaient fait carrière dans cette guerre et qui y avaient appris la répression sans phare, il y avait un certain Francisco Franco. Mais en avril 1931, le paysage politique changea complètement. La République était proclamée la Niña Bonita, la jolie fille qui portait les espoirs de millions de travailleurs. Conscient de la montée du mécontentement, le roi avait en effet organisé des élections municipales pour préparer le retour à un certain parlementarisme. Mais dans toutes les grandes villes, le triomphe des listes républicaines avait été tel qu'Alphonse XIII avait préféré s'éclipser de lui-même. De formidables manifestations saluèrent l'avènement de la République. Alvaro Delgado, qui fut un jeune témoin de ces événements, se souvient. Nous nous sommes rendus là-bas. C'était une journée douce, ensoleillée. Nous sommes descendus vers la Puerta del Sol. Il y avait une grande foule de camions, d'automobiles, les quelques automobiles qu'il y avait alors. Il y avait aussi des tramways, car on circulait beaucoup en tramway à cette époque. Et puis, sans qu'on s'y attende, il y eut partout une foule de partisans de la République. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait tant de républicains. Ce ne sont pas, bien sûr, les bulletins de vote en eux-mêmes qui avaient balayé la monarchie. Le résultat des élections ne faisait que refléter la montée de la combativité populaire. Mais pendant que le peuple laissait éclater sa joie, les hommes politiques bourgeois, suivant une tactique qui a malheureusement fait ses preuves dans bien des révolutions, s'empressaient de mettre sur pied un gouvernement provisoire dans lequel collaboraient républicains traditionnels et dirigeants du Parti socialiste. Pour faire bien, l'Espagne s'était d'ailleurs proclamée République des travailleurs. Mais le peuple avait beau détruire les vestiges de l'ancien ordre politique, le pouvoir des classes dominantes était resté intact. Mais dans de nombreuses grandes villes d'Espagne, la mise à sac ou l'incendie des églises témoignaient que ce qui venait de se passer n'était pas qu'un simple phénomène électoral. Les masses attendaient beaucoup de la République, comme se le rappelle Narciso Julián, qui était alors un jeune socialiste. L'arrivée de la République signifiait alors pour la classe ouvrière un grand espoir de voir ses aspirations satisfaites. Pour l'ouvrier d'industrie comme pour le paysan. L'aspiration des paysans à posséder la terre était une aspiration millénaire. Quant à l'ouvrier d'industrie, il voulait que lui soient reconnus ses droits syndicaux, le droit de grève, le droit à un salaire juste, à des avantages sociaux qu'il n'avait pas, tels la sécurité sociale. Tous ces problèmes économiques existaient bel et bien. La venue d'un régime démocratique de la République signifiait pour l'immense majorité des ouvriers ce grand espoir de voir ses aspirations enfin satisfaites. Por fin, a cumplir esas aspiraciones.
L'Andalousie était alors une région de grands contrastes sociaux et économiques. Une minorité de grands propriétaires terriens d'un côté, 700 000 journaliers agricoles vivant dans la misère à l'autre extrémité de l'éventail. Timoteo Ruiz évoque la situation de cette époque. D'un côté, il y avait une quantité énorme d'ouvriers vivant sans ressources, et de l'autre, quelques messieurs qui étaient les propriétaires, avec tout ce qu'une telle situation comporte de vexation. C'était au point qu'on embauchait des journaliers comme si c'était du bétail. Vasquez Guillén témoigne. Il n'y avait pas alors de salaire de base. En matière de salaire, les patrons payaient ce qu'ils voulaient bien payer. Dans beaucoup de familles, il y avait des soirs où les enfants se couchaient sans avoir mangé, car on ne gagnait pas assez pour assurer la nourriture. La réforme agraire était en Andalousie une tâche urgente. Mais la gauche républicaine et socialiste au gouvernement n'en esquissa qu'une caricature avec la loi de 1932 qui déçut les paysans pauvres. Le désir de posséder la terre est quelque chose d'inné chez les paysans. Et la propagande concernant la réforme agraire que proposait la République suscita alors beaucoup d'intérêt et en conséquence beaucoup d'adhésion à la République. Mais je crois que le fait que cela ne se soit pas réalisé a été une grande frustration pour les paysans, au point qu'ils tentèrent, ou plus exactement qu'ils réalisèrent, des occupations de terre. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de réforme agraire sans révolution sociale. C'est d'ailleurs la conclusion que tire de ces événements José Vergara, un agronome qui fut délégué de la réforme agraire à Tolède. Je crois effectivement qu'il est impossible de faire une réforme agraire sans révolution, et pour des raisons que je crois évidentes. S'il n'y a pas eu une révolution préalable ou simultanée qui détruise les structures politiques et sociales, dans un pays où la propriété foncière est concentrée et où par conséquent elle représente une force sociale puissante, celle-ci ne va pas céder la terre volontairement et gratuitement. Il faut lutter pour elle de la même façon que ceux qui n'ont pas de terre luttent pour la posséder, ceux qui la possèdent luttent pour la conserver. Dès 1932, la droite relevait la tête. Le général Sanjurjo tentait un coup d'État qui échouait et qui lui valait quelques mois d'une douce détention. Pour remercier le reste de l'armée de ne pas avoir suivi Sanjurjo, le gouvernement organisait à Madrid un grand défilé militaire. Le défilé était tout un symbole. Il montrait clairement sur quelle force le gouvernement entendait s'appuyer, éventuellement, contre les revendications des ouvriers et des paysans pauvres. En quelques mois, le gouvernement républicain socialiste montrait son vrai visage, en réservant les foudres de sa justice non aux propriétaires fonciers égoïstes, mais aux paysans pauvres du Sud, parmi lesquels les anarchistes de la CNT FAI avaient une grande influence et qui luttaient pour la terre. Le symbole de cette répression fut le drame de Casas Viejas en Extrémadura. En janvier 1933, une tentative anarchiste de créer une commune libertaire y fut sauvagement réprimée. La police exécuta sans jugement 11 prisonniers. Les forces de l'ordre mirent le feu à une maison dans laquelle s'étaient retranchés des insurgés qui tous périrent dans les flammes. La crise ouverte par les événements de Casas Viejas devait aboutir en septembre 1933 à la formation d'un gouvernement d'où était absent un parti socialiste qui avait bien besoin de redorer son blason à travers une cure d'opposition. 2 mois plus tard, une nouvelle crise parlementaire débouchait sur de nouvelles élections législatives. Dans ces élections, où les femmes se voyaient pour la première fois en Espagne, et 12 ans avant la France, reconnaître le droit de participer à l'élection de députés,
la droite la plus radicale se présentait dans un rassemblement, la Confédération autonome des droites espagnoles, la CEDA. La CEDA, dirigée par Gil Robles, comptait d'autant plus remporter un succès qu'une grande partie de l'électorat populaire était profondément troublée, car pour des milliers de travailleurs déçus et amers, la République était devenue la République de Casas Viejas. La droite fit par contre un énorme effort pour amener tous ses sympathisants aux urnes. Comme on pouvait s'y attendre, ces élections furent un succès pour la réaction. Mais pour les partis de gauche vaincus, le problème, plus que le nouveau gouvernement Leroux, était celui posé par l'existence de la CEDA de Gil Robles, car ce que craignaient ces partis, c'est le danger d'une dictature réactionnaire qui mettrait les partis de gauche hors la loi. Les exemples ne manquaient pas. Il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche lanciare del peggio. En décembre 1933, Mussolini était au pouvoir depuis plus de 10 ans et toutes les organisations ouvrières, même les plus réformistes, avaient été interdites depuis longtemps. Et Mussolini avait fait des émules. En janvier 1933, Hitler était arrivé au pouvoir en Allemagne. Les grands partis ouvriers, le Parti socialiste et le Parti communiste, n'avaient rien fait de sérieux pour l'en empêcher. Ils avaient été dissous, leurs militants emprisonnés ou jetés dans des camps de concentration, et les sections d'assaut nazis faisaient désormais la loi dans le pays. Ce n'est que dans ce contexte qu'on peut comprendre les événements d'octobre 1934. Le bassin minier des Asturies était un vieux bastion socialiste. Le Parti socialiste espagnol craignait l'arrivée au gouvernement de la CEDA, parce qu'il pensait que celle-ci pourrait signifier la mort de ce système parlementaire qu'il appréciait tant. Il proclama donc que si la CEDA entrait au gouvernement, ce serait l'insurrection. Et en octobre 1934, la CEDA entra au gouvernement. Mais pour les dirigeants socialistes, il y avait loin des paroles aux actes. Ce ne fut pas l'insurrection, sauf aux Asturies, où les mineurs avaient pris les discours de leurs dirigeants au sérieux. Manuel Montequin raconte. Une joie immense et un public comme cela. Il y avait la poudrière d'ici, celle de là-bas avec de la dynamite. Tout était prêt, bien gardé. Il y avait là tout ce qu'il fallait pour faire sauter ce qu'on voudrait. Et tous les gens étaient là. Même les enfants étaient en marche. Les femmes, les hommes, tout le monde. Une véritable guerre civile commençait. En quelques jours, les travailleurs s'étaient emparés de tout le bassin minier et étaient maîtres de la capitale de la province, Oviedo. Les garnisons locales étaient débordées. Mais nulle part ailleurs le Parti socialiste n'avait appelé les travailleurs à entrer en lutte aux côtés de leurs frères asturiens. Le gouvernement fit appel à la Légion et aux troupes coloniales. Il leur fallut 15 jours pour écraser le soulèvement. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. Franco, déjà lui, avait été chargé de coordonner les opérations. La garde civile et l'armée furent impitoyables dans la répression. Il y avait la garde civile, l'armée et quelques caciques du village. Et chacun désignait celui-ci ou celui-là qui passait par là et de l'embarquer. Je crois qu'ils nous ont tous pris. C'est la cause de tout ce qui est arrivé. Ils ont tué des gens de toutes sortes. Bajo la piel resecada, ríos sólidos. Des milliers de travailleurs furent arrêtés et emprisonnés. La classe ouvrière espagnole unanime réclamait leur mise en liberté. Ce fut un thème que surent utiliser les partis réformistes pour justifier leur politique de trahison. À la recherche d'une formule qui leur permettrait d'offrir leurs services à la bourgeoisie tout en ayant l'air radicaux, le Parti communiste, qui ne représentait alors guère de force, et le puissant Parti socialiste signèrent en janvier 1936, à l'image de ce qui venait de se passer en France, un pacte de front populaire avec les partis bourgeois qui se disaient de gauche. Et si les revendications sociales de ce front populaire étaient des plus modestes, il avait introduit dans son programme l'amnistie pour les condamnés de 1934. Sans entrer dans le front populaire, les anarchistes lui apportèrent à cause de cela leur soutien
lors de nouvelles élections qui eurent lieu en février 1936. Ces élections furent un succès pour le Front populaire. À Barcelone, la population catalane fit un triomphe à l'ancien président de la Généralité, le gouvernement autonome de Catalogne, Luis Companys, que la droite avait déposé en octobre 1934. Partout, les travailleurs laissaient éclater leur joie dans des manifestations qui rappelaient le grand espoir d'avril 1931. Mais rien n'était pour autant réglé. Un gouvernement de gauche, qui ne comprenait d'ailleurs ni socialiste ni communiste, avait certes succédé au gouvernement de droite. Mais le problème social restait entier. Les prisonniers de 1934 avaient bien retrouvé la liberté. Il n'y avait même pas eu besoin de loi d'amnistie. Les manifestations populaires avaient ouvert les portes des prisons quand les fonctionnaires et les juges n'allaient pas assez vite. Mais les affrontements quotidiens dans les rues, entre militants ouvriers et militants d'extrême droite, ou entre les travailleurs et la police, montraient qu'il n'y avait pas d'issue à la crise sur le simple plan parlementaire, d'autant que la droite n'avait été battue que dans les urnes et aspirait à prendre sa revanche sur un autre terrain bien plus fondamental. Dans les campagnes, de nouveau, les paysans pauvres réclamaient la terre, mais les grands propriétaires ne voulaient rien céder, comme celui-ci, qui, 50 ans après, dans sa riche propriété, expose sa philosophie sociale. L'ouvrier en tant qu'individu est bon, mauvais ou moyen, comme le patron, comme l'entrepreneur. Mais comme collectivité, elle est très mauvaise, la collectivité du monde de travail. Elle est toujours égoïste. Elle n'a jamais pensé au bien-être du pays, de la patrie. En un seul jour, le 25 mai 1936, 60 000 journaliers agricoles occupèrent près de 3 000 grandes propriétés. Le 1er mai 1936 revêtit à Madrid un caractère spectaculaire. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Largo Caballero, l'ancien conseiller du dictateur Primo de Rivera, qui se faisait maintenant modestement surnommé le Lénine espagnol, était à la tête de la manifestation. La classe ouvrière montrait sa force, mais les partis qui prétendaient la représenter ne l'appelaient pas à l'utiliser pour désarmer ses ennemis. Des églises et des couvents furent les cibles de la colère populaire, sans que le gouvernement s'y oppose vraiment d'ailleurs, car il préférait encore que les masses s'en prennent à l'église plutôt qu'aux intérêts des banquiers, des industriels et des propriétaires fonciers. Pendant que sous la protection des forces armées, les députés du Front populaire discutaient gravement sur la meilleure combinaison gouvernementale, les généraux, eux, se préparaient à intervenir, et les travailleurs avaient bien plus à craindre d'eux que des nonnes et des curés. Franco, qui commandait les garnisons des îles Canaries, et Mola à Pampelune, était au centre du complot. En 1925, l'ambitieux Franco avait réussi à être le plus jeune général d'Espagne. La guerre du Maroc avait été à l'origine de cette carrière éclair qu'il avait vu succéder à la tête de la Légion au général Milian Astré, le fondateur du corps colonial. Et si entre eux, ces gens-là jouaient volontiers les mondains, ils étaient prêts à utiliser contre les travailleurs espagnols les méthodes qu'ils avaient employées contre le peuple marocain. De son poste aux Canaries, Franco était bien placé pour organiser le coup de force des garnisons du Maroc contre la République. Mais au moment du soulèvement, la réaction n'osait pas encore montrer son vrai visage. Dans sa proclamation, Franco affirmait qu'il n'intervenait que pour rétablir l'ordre, et il terminait en reprenant à son compte la célèbre formule « liberté, égalité, fraternité ». On n'allait pas tarder à savoir ce que ces mots-là signifiaient pour lui. Comme pour démontrer qu'un peuple qui en opprime un autre ne saurait être un peuple libre, le soulèvement commença au Maroc, à Melilla, le 17 juillet. L'exécution immédiate de dizaines de militants ouvriers des villes contrôlées par l'armée prouva immédiatement ce qu'étaient les vrais plans des militaires. Le gouvernement Casares Quiroga savait qu'un soulèvement militaire pouvait intervenir d'un moment à l'autre, mais il était impuissant contre l'armée. Il ne voulait surtout pas faire appel aux travailleurs contre les généraux.
et il voulait encore moins fournir des armes aux syndicats comme le réclamaient un certain nombre de dirigeants socialistes, dont Prieto. Mais si le chef du gouvernement avait choisi de cacher la gravité de la situation aux travailleurs, nombre de ceux-ci étaient en alerte, comme en témoigne José Manuel Molina, qui était alors un jeune militant de la centrale anarcho-syndicaliste CNT. Il y avait de nombreuses nuits déjà que nous ne dormions pas. Nous nous étendions dans les locaux des syndicats et de nos imprimeries car nous attendions l'inévitable. C'est ce que nous disions dans les éditoriaux de nos journaux, dans Solidarité ouvrière, dans Terre et Liberté. On peut le voir dans tous. Nous ne dormions pas parce que nous voyions combien le coup d'État militaire qui se préparait était inévitable. Les plus décidés des travailleurs, ceux de la CNT notamment, cherchèrent des armes et ils en trouvèrent. Le 19 juillet, à Barcelone, où la CNT était par son nombre et par son influence la première organisation ouvrière, les travailleurs prenaient l'initiative. Devant leur détermination, la garde d'assaut et la garde civile choisissaient finalement de rester fidèles au gouvernement. Les travailleurs ne se contentèrent pas d'isoler les bâtiments où les militaires soulevés, aux ordres du général Godet, étaient retranchés. Ils entreprirent de les réduire. Après de durs combats, Godet capitulait et reconnaissait à la radio sa défaite. C'était le premier grand succès du camp ouvrier. La capitale de la Catalogne, la deuxième ville d'Espagne, était aux mains des travailleurs armés et cela changeait d'un seul coup toutes les données du problème. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer ce qu'était alors l'état d'esprit des travailleurs. Jeune militant de la CNT en 1936, Josep Costa témoigne. Pero en aquellos momentos, cuando se produce el rompimiento, la sociedad revienta, el entusiasmo de la clase trabajadora es tal que se proyecta en los sindicatos, en los partidos políticos, en todos los lugares donde la gente concurría con un entusiasmo y una vitalidad que difícilmente es explicable por la simple razón de que los años han corrido y es muy difícil dar un cálculo exacto de todo aquello que me dio. Pero sí tengo que decir que entre nosotros, multitud de nosotros dijimos, ahora es la hora de acabar con todo lo que hasta ahora nos ha oprimido. À Madrid aussi, les travailleurs étaient en effervescence. Quand le chef du gouvernement de Front Populaire avait réalisé l'ampleur du soulèvement militaire, son seul réflexe avait été de démissionner. On avait quelque mal à lui trouver un remplaçant. Mais la classe ouvrière, elle, voulait se battre. On finit par lui distribuer des armes, mais la plupart des fusils étaient inutilisables car il manquait les culasses. Celle-ci se trouvait à la caserne de la Montagne, tenue par des militaires soulevés. Le 20 juillet, les travailleurs de Madrid, survoltés par la nouvelle de la victoire de leurs frères de Barcelone, donnaient l'assaut à la caserne. Là aussi, les combats furent sanglants, mais les travailleurs restèrent maîtres de la place. Le soulèvement que les militaires avaient envisagé comme une opération rapide avait échoué à Barcelone et à Madrid et dans nombre d'autres centres industriels. Dans bien des villages d'Espagne aussi, les travailleurs prirent les choses en main. Ce fut par exemple le cas à Lora del Río, paisible petite ville située à quelques dizaines de kilomètres de Séville, la capitale andalouse qui était tombée dès le premier jour aux mains des militaires. Plus de 50 ans après ces événements, Asunción Martínez, qui était la fille d'un journalier agricole, se souvient de l'émotion qui s'empara du village à l'annonce du soulèvement militaire. Je me souviens que le 19,
Il y avait déjà tout le monde dès le matin. Tout le monde non, mais tout ce qui était ouvrier. Il y avait beaucoup d'agitation dans la rue, l'un avec la chemise de son parti, l'autre avec celle du sien, fusil à l'épaule. Moi, je maçonnais, je coupais le blé. Un de mes frères va me prévenir. « Mais qu'est-ce que tu fais? La révolution est arrivée ?» Et moi, « Mais quelle révolution ?» C'était le 18 juillet. Alors, nous nous sommes tous rendus au village, nous avons laissé la moisson et nous sommes allés former le comité. Il fallait mettre hors d'état de nuire la garde civile, les grands propriétaires et les sympathisants de la réaction. Il fallait aussi organiser la vie de tous les jours. Dans toutes les villes et les villages où le soulèvement avait échoué, se formèrent des comités où toutes les organisations syndicales et politiques de la classe ouvrière étaient représentées et qui exercèrent de fait le pouvoir. Il y avait un camion avec lequel on passait ramasser toute la subsistance dans les commerces et l'on concentrait tout dans un magasin. Et tout le monde venait là. C'était comme un économat commun et en fonction du nombre de membres de la famille, on donnait tant de grammes de ceci, tant de grammes de sucre par exemple, de riz, de pois chiches. Pour la viande, c'était la même chose, tant de grammes par personne. Au lieu de tuer des bêtes de somme qui auraient pu nous manquer pour travailler, nous avons tué des taureaux de combat. Nous ne voulions pas de divertissement, nous voulions que le peuple mange, et nous voulions garder les bêtes de somme pour si nous en avions besoin. Il y en avait qui ne connaissaient peut-être même pas la couleur de la viande, y compris parmi ceux qui travaillaient dans l'élevage. Et après, tout le monde était rassasié de viande, de manger. La haine des grands propriétaires que tous les paysans pauvres portaient en eux avait été libérée par le coup d'État militaire. Oui, il y a beaucoup de haine qui datait de nombreuses années de la lutte des travailleurs contre les señoritos. Il y avait beaucoup de haine. Les généraux devaient se rendre à l'évidence. Pour devenir les maîtres de l'Espagne, il leur faudrait la conquérir mètre carré par mètre carré. Et leur intervention avait créé la situation révolutionnaire qu'ils craignaient tant. Peu à peu, les premiers combats dessinaient la carte d'une ligne de front séparant les deux Espagnes. Le soulèvement militaire avait été écrasé dans le centre et dans l'est. Il avait par contre triomphé dans le nord, autour de Pampelune, et en Andalousie occidentale, autour de Séville. Les militaires avaient également échoué au Pays Basque, où les nationalistes étaient restés fidèles à une république qui leur promettait l'autonomie d'Euskadi. Dans le sud, grâce au renfort qu'ils recevaient du Maroc, les troupes du général Queipo de Llano, auxquelles s'était joint la jeunesse dorée des señoritos, en quête de vengeance sociale, partaient à la reconquête des villages dont les masses populaires avaient pris le contrôle. Partout, l'arrivée des forces nationales, comme elles s'appelaient elles-mêmes, était marquée par des exécutions en série. Le cimetière de Lora del Rio témoigne de la violence des affrontements sociaux de l'été 1936. Un mausolée érigé du temps de Franco y abrite les corps des sympathisants du coup d'État militaire exécutés au lendemain de celui-ci sur décision du comité du Front populaire. Me llamarán, nos llamarán a todos. Tú y yo nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte. Y te expondrán, nos expondremos. Des dizaines de travailleurs fusillés par les franquistes à leur arrivée furent jetés à la fosse commune. Et ce n'est qu'après la mort du dictateur que Vázquez Guillén put faire poser une plaque rappelant leur martyre. Vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti.
Aquí no se salva ni Dios. Je crois que c'était juste que nous aménagions ce coin, juste de le faire comme une chose sacrée, car ce sont des travailleurs et des travailleuses qui étaient là, enterrés, et qui avaient été fusillés. Pendant la guerre, on n'avait rien fait, c'était le coin des ordures. La terreur anti-ouvrière avait été systématique. Le général Mola avait déclaré: Tenemos que crear una impresión de dominación. Cualquiera que sea abierto o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. L'avocat Francisco Boyato López, passé de la zone républicaine aux franquistes, témoigne du caractère de la répression anti-ouvrière. Il ne s'est rien passé dans une zone qui ne se soit pas passé dans l'autre. Personne n'a commis de crime ce que dans l'autre camp, on en est commis d'analogue. Mais avec cette différence. Dans la zone rouge, c'était la passion populaire qui débordait et qui tuait. Ici, c'était l'autorité qui froidement condamnait à l'injustice. Cette différence morale a une grande importance. Ce que fait le peuple ignorant, sans se poser de questions, est une chose. Ce que fait froidement l'autorité, en parlant de sainte croisade et en invoquant le nom de Dieu, en est une autre. Et c'est un blasphème, car Dieu n'encourage pas, ne peut pas encourager cela. La prison de Lora del Rio fut le témoin muet de ces luttes sociales. Au lendemain du soulèvement franquiste, le comité populaire y avait jeté tous ceux qui étaient suspects de sympathie pour la réaction. Avec l'arrivée des troupes franquistes, elle devint, pour des dizaines de militants ouvriers, l'antichambre de la mort. Ils sont venus de ces villes. Quand ils arrivaient dans un village, ils faisaient place nette. Tous ceux qu'ils soupçonnaient y passaient. Quand ils te connaissaient, c'en est un, viens, celui-là aussi, viens, c'est autre encore, viens. Il n'y avait aucune sorte d'instruction, il leur suffisait d'accuser. Voir cela, non, on l'entendait. Quel scandale. Ce sont les camions qui passaient, puis des coups de feu, des camions, puis des coups de feu. Ils avaient fait place nette et avaient tout emporté. Je vivais dans cette rue, près de la voie. C'est là que nous habitions. Vous voyez le cimetière? Là où il y a les arbres. On entendait tout. Et encore plus avec le silence de la nuit. Quand on entendait un camion à 3 heures du matin, on savait ce que c'était. Rojo, rouge, ce délit suffisait. La mise en place d'un gouvernement central dans la zone contrôlée par les militaires ne devait pas mettre un frein à la sauvagerie de la répression anti-ouvrière, car elle correspondait à la volonté même de l'état-major et de Franco. Un ancien ministre de Franco, le monarchiste Pedro Sáenz Rodríguez, raconte avec quel flegme Franco décidait en la matière. C'était un jour où j'étais allé parler avec lui. Il m'avait appelé à propos d'une interview. Je n'étais pas encore ministre. Il était alors à table en train de prendre son chocolat, en trempant son pain et ses biscuits dans le chocolat. Et il y avait un tas de dossiers sur sa gauche qu'il classait. Il mettait les uns sur la table et les autres sur une chaise. Après, en sortant, j'ai demandé à son aide de camp qu'est-ce que c'était que ces dossiers du général Franco. C'était les condamnations à mort. Celles qu'il mettait sur la chaise, c'était pour les signer. Les autres, il fallait les réexaminer avec une tranquillité. Avec Franco, la réaction avait trouvé l'homme susceptible d'unir sous son commandement les troupes hétéroclites qui avaient appuyé le soulèvement militaire. Car aux forces de l'armée et de la garde civile s'étaient joints les milices des différents partis d'extrême droite, unis par une même haine de la classe ouvrière, mais profondément en désaccord sur ce que devait être le futur régime politique de l'Espagne. En Navarre, Mola avait pu compter sur les requetes, les volontaires du parti carliste, monarchistes traditionnalistes, recrutés dans la petite bourgeoisie et les petits paysans propriétaires. Defendiendo la bandera de la santa tradición.
Au nom du Christ roi, ils aspiraient à livrer la guerre aux Rouges. La Navarre était la Vendée de l'Espagne, et Molé allait pouvoir renforcer ses armées avec ses combattants venus d'un autre âge. C'est à un autre recrutement que correspondaient les troupes de la Phalange, qui, prenant modèle sur le fascisme italien et sur le nazisme, ne dédaignaient pas de recourir à un peu de démagogie sociale. L'ancien ministre de Franco, Raimundo Fernandez Cuesta, explique crûment comment avaient été choisis les symboles du mouvement. On discuta pour savoir si nous mettrions un vêtement pour nous distinguer. José Antonio dit oui, la chemise bleue, car elle est de la même couleur que le bleu de travail du prolétaire. Et pour le drapeau aussi, on le fera rouge et noir, précisément parce que c'est le drapeau du syndicalisme, de la Confédération nationale du travail espagnol. Il faut que cela ressemble. Nous emploierons aussi le mot camarade, qui est classique, propre au communisme, dit-il, car nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas revendiquer nous aussi ce mot et donner un autre sens au mot camarade que celui que donnent les communistes. Mais ces forces n'auraient pas pu permettre à Franco de vaincre s'il n'avait pu compter en plus sur les troupes formées dans les guerres coloniales, régulares, marocaines et légionnaires. Ces corps n'étaient certes pas stationnés dans la métropole, et l'un des premiers problèmes qui se posa aux responsables du coup de force militaire fut d'acheminer leurs troupes d'élite du Maroc en Espagne. Mais les avions fournis par Hitler et Mussolini leur permirent justement d'établir un véritable pont aérien au-dessus du détroit de Gibraltar. Transportés à Séville, ces détachements bien armés et aguerris allaient jouer un grand rôle dans la conquête du Sud. Hitler devait dire plus tard que Franco aurait dû élever un monument au Junker 52. Car l'aide de Hitler était l'un des atouts militaires de Franco. Le dictateur allemand, comme son homologue italien Mussolini, voyait dans la guerre qui commençait en Espagne un excellent terrain de manœuvre pour rôder le matériel et les hommes dans la perspective de la Deuxième Guerre mondiale qui s'approchait. En même temps, le moyen d'installer un allié à l'entrée de la Méditerranée. Dès lors, les instructeurs et le matériel moderne venu d'Allemagne n'allaient pas faire défaut à Franco. La France du Front populaire hésita, quant à elle, quelques semaines sur l'attitude à prendre. Blum, le président du Conseil socialiste, voulait se concerter avec ses alliés britanniques qui étaient favorables au refus de toute aide à la République espagnole. Évoquant cette position avant son voyage à Londres, Blum avait confié à Jules Mock son sentiment à ce propos. Que Blum a répondu, ce serait une position de lâcheté. La lâcheté fut commise. La frontière des Pyrénées fut fermée sur l'ordre du gouvernement français. Les douaniers et les gendarmes français veillèrent à ce que rien qui pût aider les combattants républicains pénétrât en Espagne. Les travailleurs espagnols étaient abandonnés à eux-mêmes, ne pouvant compter que sur leur courage et leur détermination, alors que leurs adversaires ne cessaient, malgré la non-intervention, de recevoir l'aide de l'Allemagne et de l'Italie. Pendant ce temps-là, le régime politique qui se mettait en place dans les régions contrôlées par Franco et ses généraux prenait de plus en plus ouvertement l'allure d'une dictature, empruntant au fascisme son culte du chef, ses saluts à la romaine et sa volonté d'enrégimenter toute la population. Quelques mois après le soulèvement militaire, Franco allait d'ailleurs contraindre l'ensemble des forces hétéroclites qu'il avait soutenues, phalanges, carlistes et monarchistes alfonsistes, à s'unifier sous son commandement politique au sein d'un parti unique, la phalange espagnole traditionnaliste des juntes d'offensive nationale syndicaliste, plus connue, et on le comprend, sous le nom de phalange ou de mouvement. Cette référence à la phalange était d'autant plus opportune pour Franco que le fondateur de cette dernière, José Antonio Primo de Rivera, le fils de l'ancien dictateur, prisonnier des républicains à Alicante, avait été fusillé par ces derniers.
et comme dans la course au pouvoir personnel, les concurrents morts étaient les seuls que Franco ne craignait pas, le nouveau régime organisa autour du souvenir du fondateur de la Phalange, El Ausente, l'absent, comme on le désignait officiellement, un véritable culte. España! 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 José Antonio Primo Rivera! Arriba España! Viva España! Mais ce caractère ouvertement dictatorial n'empêcha pas le régime de bénéficier du plein soutien de l'Église, qui n'hésita pas à présenter la guerre menée contre les travailleurs espagnols comme une croisade que devaient appuyer tous les bons chrétiens. Les évêques espagnols écrivirent une lettre en ce sens adressée aux catholiques de tous les pays. Les prêtres basques protestèrent auprès du Vatican. En dépêchant un nonce auprès de Franco, le pape trancha en faveur de celui-ci, appuyant de son poids le mythe de la croisade. La bénédiction des évêques espagnols ressemblait fort au salut fasciste. Curieusement, le chef de cette croisade apparaissait partout escorté de sa garde musulmane, symbole de ces troupes marocaines qui constituaient ces troupes de choc. Mais il est vrai qu'il pouvait d'autant plus facilement puiser des troupes au Maroc que le gouvernement républicain, soucieux de montrer son sens des responsabilités à la bourgeoisie espagnole, avait rejeté les offres des nationalistes marocains, qui en échange de la promesse de l'indépendance, offraient de s'attaquer à Franco sur ses bases arrières. Parmi les croisés de Franco, il y avait donc bon nombre de soldats musulmans qui ne manifestaient pas toujours un grand respect pour les églises, et leurs officiers devaient parfois leur ordonner d'y remettre ce qu'ils y avaient pillé. Autre ironie de l'histoire, cette croisade visait aussi le Pays basque, dont la plus grande partie de la population était profondément catholique, mais en lutte contre Franco, avec les bénédictions de ses prêtres pour l'autonomie d'Euskadi. Durant les premiers mois de la guerre civile, Madrid fut le principal objectif des armées franquistes. Mais les travailleurs madrilènes n'étaient disposés à céder ni devant les troupes de Mola descendant du nord, ni devant celles qui montaient d'Andalousie. Sans grande organisation, avec un armement misérable, des camions de volontaires partaient tous les jours combattre dans la Sierra toute proche. Alvaro Delgado se souvient. Nous avions déjà plus ou moins fait le ménage en prenant la caserne de la Montaña. Les gens se sont décidés à aller à la Sierra, arrêter les colonnes qui venaient par ici. Et la ville avait un air des jours de fête. Ça fait comme une grande fête, la fête de la Révolution, pourrait-on dire. Je me souviens que les gens s'appelaient. Le matin, on entendait des voix. Manolo, Paco, Antonio. On ouvrait les fenêtres. Je viens. Et l'interpellé descendait les escaliers en courant, fermant son bleu, en mettant son calot, ajustant sa cartouchière. Il montait dans le camion et partait à la Sierra faire la guerre. Et il revenait la nuit dormir à la maison. Et il y avait les femmes qui disaient « Aujourd'hui, Paco est allé au front. Je lui ai fait une omelette de pommes de terre et il a pris quelques bouteilles de vin. » C'est-à-dire qu'on allait au front comme une fête, non? Dans les premières semaines de la guerre civile, la seule force susceptible de s'opposer aux armées de Franco était constituée par les milices organisées par les syndicats et les partis ouvriers. Chaque organisation avait la sienne. De nouveaux dirigeants se firent connaître à travers la formation de ces milices, tel le militant anarchiste Buenaventura Durruti. Mais pour le gouvernement républicain, l'existence de ces forces armées échappant à son contrôle posait un problème politique majeur, illustré par les slogans de la CNT affirmant que la guerre et la révolution étaient liées. En octobre 1936, les troupes franquistes commencent ce que leur chef pense être l'offensive finale contre Madrid. Franco a déjà fait dresser les listes de tous ceux qui devraient être arrêtés après la prise de la ville. Mais les travailleurs madrilènes n'étaient pas disposés à se laisser faire. « No pasarán », ils ne passeront pas, était devenue leur devise.
Le gouvernement que présidait depuis quelques semaines le socialiste Largo Caballero s'était réfugié à Valence. Une partie de la population civile avait évacué la ville comme elle l'avait pu, souvent avec des moyens de fortune. Mais ceux qui restaient se préparaient à résister farouchement. Tous ces gens rejoignaient la lutte, mais sans passer par chez eux. Ils sortaient du magasin et on leur donnait des grenades et un fusil. Et avec le veston et le pantalon de tous les jours, ils montaient dans des véhicules qui avaient été préparés ou dans des tramways. Et ils partaient combattre. Cela était réellement impressionnant et ce fut réellement beau, un des moments les plus beaux de la guerre. Bien sûr, la tâche d'organiser efficacement la défense de la ville se posait avec acuité. Mais cela servit de prétexte à tous ceux politiciens républicains, dirigeants du PS et du PC, qui voulaient rétablir l'ordre bourgeois. Au nom de la construction d'un instrument militaire efficace contre Franco, ils se firent les champions de la reconstruction de l'armée traditionnelle, soumise sans contrôle à des officiers républicains, dont la fidélité n'avait souvent été que le fruit d'un hasard géographique, et à un gouvernement qui ne rêvait qu'à une chose, endiguer la menace révolutionnaire. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. L'offensive franquiste sur Madrid fut un échec. Madrid résista aux assauts des troupes de choc de Franco, aux canonnades, aux bombardements aériens qui, pour la première fois dans l'histoire, furent employés à grande échelle pour essayer de terroriser la population civile. Et pour tous les peuples d'Europe qui assistaient en spectateurs au drame espagnol, les images qui provenaient de Madrid durant cet hiver annonçaient ce qu'ils connaîtraient quelques années plus tard, pour ne pas avoir su, en cette année 36, où tout était possible, changer le cours de l'histoire en jetant bas le capitalisme. Le soulèvement militaire ne fut pas seulement le début d'une guerre civile impitoyable. Au lendemain du 18 juillet 1936, une vague d'espoir sans précédent déferla sur les masses populaires. Les travailleurs avaient enfin devant eux la possibilité de changer la société, de changer la vie, de changer les rapports entre les hommes. La révolution sociale que les généraux voulaient prévenir avait justement été mise à l'ordre du jour par leur intervention. Mais les dirigeants socialistes ne cherchaient qu'à convaincre la bourgeoisie espagnole qu'elle avait tort de ne pas leur faire confiance. Le Parti communiste appliquait la ligne dictée par un Staline qui voulait démontrer aux bourgeoisies françaises et anglaises qu'elles n'avaient rien à craindre de lui, et les dirigeants anarchistes étaient englués dans l'inconséquence de leur conception. Certes, bien des choses avaient changé d'un seul coup dans la zone républicaine. Même les corridas ou les matadors, qui avaient renoncé au costume de lumière, saluaient le poing levé. Et on ne faisait pas de la musique de la même manière à Barcelone après le 19 juillet. Malgré la gravité de la situation, Barcelone était une grande fête populaire qui annonçait un monde nouveau où les travailleurs pourraient enfin vraiment profiter de la vie, accéder aux connaissances, jouir de l'art et de la culture. Le rêve pour lequel, depuis près d'un siècle, tant de militants ouvriers avaient vécu et lutté, paraissait sur le point de se réaliser. La
place des femmes dans la société allait profondément changer en peu de temps. Les nécessités de la guerre civile allaient amener nombre de femmes à occuper dans les usines des places abandonnées par les miliciens. Mais les femmes espagnoles n'allaient pas se contenter de remplacer les hommes partis au front. Beaucoup s'enrôlèrent aussi dans les milices et démontrèrent, fusil au poing, qu'elles avaient un rôle à part entière à jouer dans la Révolution. Car pour nombre de militants, c'était bien pour la Révolution qu'il s'agissait de vaincre ou de mourir. Nous ne donnions pas notre vie pour le capitalisme, nous la donnions pour la Révolution. Beaucoup sont morts, bien sûr, dans ma division, la plupart. Barcelone, où l'influence de la CNT anarcho-syndicaliste était depuis longtemps prépondérante dans la classe ouvrière, et qui la première avait fait échec au soulèvement militaire, était la ville où le problème du pouvoir se posait le plus clairement. Les forces de police traditionnelles s'étaient quasiment dissoutes au cours des événements. Rien n'aurait pu empêcher les dirigeants anarchistes de prendre le pouvoir au nom de la classe ouvrière s'ils l'avaient voulu. La Généralité, le gouvernement autonome catalan, ne disposait plus d'aucune force sur laquelle s'appuyer. Il ne représentait plus rien. Les miliciens anarchistes étaient les maîtres incontestés de la ville. Mais sous prétexte qu'ils étaient, eux, contre le fait d'exercer ce pouvoir, les dirigeants anarchistes choisirent de le remettre au président de cette Généralité, un fidèle représentant des intérêts de la bourgeoisie catalane, Luis Companys. Federico Escofet était le chef de la police de la Généralité. Fui a ver al presidente y le dije, bueno, la rebelión está ya vencida. Nada más hay algún foco local que no tiene importancia. Y me dijo, bueno, sí, Escofet, eso es verdad. Pero hoy en día la CNT FAI son los amos de la calle. Hoy día la CNT FAI son los amos del carrer. Les ouvriers révolutionnaires étaient effectivement maîtres de la rue. Et si la Généralité ne tenta rien dans l'immédiat pour les en évincer, ce n'est pas par sympathie pour les travailleurs, mais parce que garde d'assaut et garde civile étaient inutilisables, parce que le rapport de force lui était trop défavorable, comme le prouve le témoignage d'Escofet. ¿Cómo queréis luchar contra esta gente? Necesitamos una lucha casi tan fuerte como la que hemos mantenido. Y mi gente que está diezmada porque ha tenido muchos muertos y muchos heridos y están cansados, están fatigados. Además, habéis de tener en cuenta que han luchado hombro con estos elementos. ¿Cómo queréis que les ordene ahora que se combata en contra de ellos? Estoy seguro que aunque se lo ordenara, no me obedecerían. Les dirigeants anarchistes, au lieu d'appeler les travailleurs à constituer leurs propres organes de pouvoir, se lièrent les mains par désaccord au sommet avec les dirigeants réformistes. 50 ans plus tard, Federica Montseny, qui était un des leaders de la CNT, explique la position de son organisation. Si nous prenions nous-mêmes le pouvoir parce que nous étions majoritaires, nous trahissions du même coup le pacte de lutte commune que nous avions d'une certaine façon scellé avec le sang de beaucoup d'hommes, des communistes, des socialistes et surtout des anarchistes. C'était trahir ce pacte et réaliser en Catalogne ce qu'avaient fait Lénine et Trotsky en Russie avec la prise du pouvoir par le parti bolchevique. Nous ne l'avons pas fait et on nous l'a reproché bien des fois. Le temps a passé et qui sait, peut-être aurions-nous dû le faire. Pasado el tiempo, quién sabe, quizá hubiéramos debido hacerlo. Federica Montseny, comme les autres dirigeants anarchistes, allait ainsi se mettre à la remorque de Companys en donnant la pire des réponses aux problèmes du pouvoir qui se posaient malgré tout. Ils allaient mettre l'immense crédit de la CNT au service d'un vulgaire nationaliste bourgeois. À ce problème du pouvoir, les partis réformistes donnaient leur propre réponse. Le 4 septembre 1936 se formait un nouveau gouvernement dans lequel se retrouvaient côte à côte des républicains bourgeois, des socialistes et pour la première fois dans l'histoire, des ministres communistes participant à la défense de l'ordre capitaliste sous la présidence de Largo Caballero. Pour la première fois dans l'histoire aussi, ce gouvernement allait bientôt compter des ministres anarchistes, en la personne entre autres de Federica Montseny et de Juan García Oliver, car vis-à-vis du gouvernement central comme de la Généralité de Catalogne, la CNT avait décidé de franchir le pas qui mène du soutien à la participation. L'ordre capitaliste n'était pourtant pas rétabli pour autant.
Le problème de la lutte armée contre Franco et ses généraux n'était pas le seul qui se posait. Cette lutte armée elle-même, comme l'organisation de la survie quotidienne après la fuite de la plupart des bourgeois vers la zone franquiste, où leur sabotage ouvert posait de multiples problèmes économiques que les militants des organisations ouvrières s'efforçaient de résoudre à leur manière. Dans la Catalogne industrielle, ceux de la CNT avaient ainsi été amenés à prendre en main la gestion de la plus grande partie de l'économie. Federico Pons Prades en témoigne. À cette époque, ces premières difficultés paraissaient insurmontables. Mais maintenant, avec le temps, je me suis rendu compte que les gens ont fait preuve d'un très grand bon sens. On a improvisé, oui. Je crois qu'un miracle, c'est, je crois, le mot le plus juste, bien qu'il soit religieux, a été accompli par le peuple, le simple peuple. La CNT participait au gouvernement, aux côtés de purs représentants de la bourgeoisie. Mais ces militants avaient pris en main, contre cette bourgeoisie, la plus grande partie de l'économie, la direction des entreprises, comme la répartition des moyens de subsistance, industrie, commerce, restaurants et cinéma même, fonctionnaient sous le contrôle de comités ouvriers. Des camions des syndicats allaient dans la campagne pour se procurer tout ce qui est nécessaire à la vie des villes. Autre changement fondamental dans les rapports économiques, dans beaucoup d'endroits, ce n'étaient plus les billets de banque capitalistes, mais les bons des comités qui servaient à ces échanges. Les bons, qu'est-ce qu'ils représentaient? Ils étaient calculés, ce qui me paraissait alors le plus juste, en fonction des heures de production. Les heures qu'un ouvrier passait pour un meuble, ou les heures qu'un paysan passait à récolter, à semer, à labourer. Tout était calculé en heures de production. Cela a été apprécié dans les milieux ruraux, bien sûr, et partout, car c'était donné une juste équivalence au travail. Avec ces bons, on pouvait acheter du pain, bien sûr, mais on pouvait aussi manger au restaurant, y compris au Ritz, car les grands hôtels avaient été réquisitionnés et mis au service de la population ouvrière. Leur salle à manger servait à présent à la restauration des miliciens, des travailleurs, des gens du peuple, comme le montre ce document anarchiste de l'époque. En sus grandes cocinas se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. Les entreprises catalanes étaient sous le contrôle des organisations ouvrières et les militants de la CNT s'efforçaient de réorganiser la production pour fournir aux milices du front les moyens de mener leur lutte comme pour assurer la vie de la population. Et pour cela, il fallait s'assurer la collaboration des cadres techniques qui ne sympathisaient pas toujours avec la cause ouvrière. Y les dijimos que fuesen a la fábrica y que no se moviesen, que ya se les darían instrucciones. Pero a continuación reunimos a la dirección. Los reunimos en el ayuntamiento y naturalmente les planteamos la cuestión. Bien, señores, ha pasado una cosa gorda aquí. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero las fábricas han de andar. Y os pedimos, sobre todo, que mañana todos estéis al pie del trabajo a la hora que cada uno empiece. A las 5 o a las 8. ¿De acuerdo? De acuerdo. Con la advertencia de que las relaciones de trabajo no pasen por el mismo camino que pasaban antes. Mais si la CNT soutenait le gouvernement autonome catalan, la Généralité, Josep Tarradellas, qui en était à l'époque ministre de l'économie, s'employait, lui, à mettre des bâtons dans les roues des comités ouvriers, comme le prouve son propre témoignage. El presidente témoignage. del gobierno y consejero de finanzas era yo.
Por lo tanto, ante la negativa de la CNT de dar facilidades a este control de la Generalitat, di órdenes a todos los bancos que no se pagase ningún cheque ni se hiciera ninguna entrega a las fábricas colectivizadas sin el permiso de la Cancillería de la Generalitat. Entonces se encontraron los obreros en una situación difícil. Acabaron mis existencias en metálico y en el momento en que iban al banco les decían que no, que necesitaban un permiso especial de la Generalitat. La Generalitat decía no, porque esta colectividad no está controlada por nosotros. Dans tous les aspects de la vie quotidienne, les événements avaient amené des changements importants. Les usages concernant le mariage changèrent d'autant plus facilement que les militants anarchistes étaient profondément opposés au mariage traditionnel. Mais il leur fallut néanmoins souvent composer, car les mœurs nouvelles se heurtaient aussi à des résistances. Il y avait des mères qui venaient au syndicat, qui venaient voir des gens qu'elles considéraient comme des apôtres de l'amour libre. Elles disaient « Voyez le résultat, ma fille est partie sans même m'en aviser et elle vit à tel endroit. Le gars peut s'en aller et nous voudrions pouvoir dire à son fils comment il s'appelle. » Alors le syndicat décida que cela serait d'une certaine façon formalisé et on fit ce qu'on appela des mariages révolutionnaires. Après tout, aux barricades, version espagnole de la varsovienne, valait bien la marche nuptiale. Ces transformations révolutionnaires touchaient toute la Catalogne et l'Aragon, y compris les campagnes, et cela d'autant plus facilement que les colonnes de miliciens comme celle de Durruti, qui étaient parties des grands centres urbains pour s'opposer aux armées franquistes, amenaient avec elles une volonté de transformation révolutionnaire. Les jeunes paysans se joignaient à ces colonnes, et sur leur passage, la révolution s'étendait en Aragon. Le vieux rêve anarchiste de créer des collectivités rurales devenait une réalité. Tous les moyens de production passaient aux mains de la collectivité. Ces communautés rurales, dirigées par les militants de la CNT, formaient un secteur pratiquement indépendant dans l'Espagne républicaine, aux antipodes de ce que souhaitait le gouvernement auquel cette même CNT participait. Le Conseil d'Aragon coordonnait ces activités. Mas de las Matas fut l'un de ces villages aragonais collectivisés durant cet été révolutionnaire de 1936. Et le souvenir de ces événements n'y a pas disparu. Ces trois hommes étaient alors de jeunes anarchistes qui participèrent à la collectivisation des Mas de las Matas. Benigno Castañer était ébéniste. Les machines ont été les premières à aller à l'atelier collectif. Un atelier là-bas à l'extérieur du village. Il était suffisamment grand et tous les charpentiers y allèrent. Ils désignaient parmi eux un délégué qui restait en contact avec le comité. Les maçons, les barbiers, les forgerons, les tailleurs firent la même chose que les charpentiers. Comme tous étaient volontairement dans la collectivité, ils mettaient tout en commun, les sièges, les outils et le reste, et travaillaient là gratis. Et le moment où ils travaillaient le plus, c'était quand les paysans avaient fini leur travail au champ. Car il y eut aussi des inconvénients à tout cela. Certains disaient « Ah, les barbiers, ces feignants qui se promènent toute la journée ». Mais il faut dire qu'ils travaillaient tard. Ils travaillaient jusqu'à 10 heures du soir pour servir tout le monde. Il y avait des gens qui ne se rendaient pas compte qu'ils travaillaient plus tard. Enfin, c'était de petits inconvénients. Le problème n'était pas seulement d'organiser la production en commun, mais aussi la répartition entre les travailleurs des biens de consommation. L'argent fut aboli. Comme je l'ai dit, on créa la carte familiale où figuraient tous les membres de la famille.
On indiquait une certaine quantité des articles que l'on ne produit pas ici. Le sucre, le riz et même la viande. C'était 100 grammes par jour et par personne. Mais c'était la même chose pour tout le monde. Il n'y avait pas de préférence. Le reste, comme je l'ai dit, ce qui poussait dans les champs, tout le monde en mangeait à volonté. C'est-à-dire que l'argent fut complètement aboli à l'intérieur de la communauté. O sea que el dinero quedó abolido completamente en el sentido interno. Le premier problème fut que tout était gratis. Le tabac, le café, tout le monde voulait prendre du café parce que c'était gratuit. Tout le monde voulait fumer, ou du moins avoir son tabac. Et il a fallu rectifier et rationner le tabac. Oui, le tabac a été rationné, mais on ne pouvait le refuser à personne. Ceci était une sorte de contradiction pour nous, car nous voulions supprimer les vices, et nous nous sommes rendus compte qu'en donnant le tabac gratuitement, il y avait plus de gens qui fumaient. Mais on ne pouvait le refuser à personne. Dans tous les villages aragonais collectivisés, les choses se passaient plus ou moins de la même façon, et il y eut de nombreux paysans pour s'intégrer avec enthousiasme, comme Emilio Mernus, dans ce mouvement de collectivisation. J'étais entré convaincu que je ne possédais rien en propre. Chez moi, tous se mirent presque à pleurer. Et moi, j'ai tout emporté, les béliers, l'argent et les brebis. Tout. J'ai tout donné avec un tel enthousiasme que je me suis rendu compte de rien. Et je travaillais autant, car dans la réalité, la récolte était en retard, et nous nous sommes mis à travailler nuit et jour. La situation de la CNT FAI était parfaitement contradictoire. Elle était en Catalogne, à la tête de la plus grande partie des milices et du mouvement de collectivisation. Elle organisait la fraction la plus combative de la classe ouvrière et elle participait à un gouvernement qui ne rêvait que de liquider milices et collectivisation, que de rendre la terre et les entreprises à leurs anciens propriétaires, en invoquant des nécessités militaires qui exigeaient certes d'organiser une armée nouvelle, mais pas de la soumettre aux quelques hommes politiques bourgeois et aux quelques généraux qui n'avaient pas rejoint Franco, ni de renoncer à toute transformation sociale. La CNT disposait en Catalogne d'une influence considérable sur la classe ouvrière, comme l'attestèrent des funérailles grandioses que Barcelone fit en novembre 1936 à Buenaventura Durruti, tombé sur le front de Madrid. Mais en renonçant à appeler les ouvriers catalans à former leurs propres organes de pouvoir en juillet 1936, la CNT s'était à terme condamnée elle-même dans la lutte qui allait s'engager dans le camp républicain avec les défenseurs réformistes de l'ordre capitaliste, le Parti socialiste bien sûr, mais aussi un parti communiste qui, sur les directives de Moscou, allait se mettre à la tête du combat pour la remise en selle de l'État bourgeois. Staline ne voulait pas de la victoire d'une révolution espagnole qui présentait un danger pour son propre pouvoir et pour la France et l'Angleterre capitaliste dont il cherchait l'alliance. L'URSS fut cependant l'un des rares pays à apporter une aide à la République espagnole. Mais la sympathie que cette aide souleva dans la population, et dont témoigne l'enthousiasme qui salua l'arrivée des premiers bateaux russes dans le port de Barcelone, fut l'un des atouts qui permit au Parti communiste, très minoritaire en juillet 1936, de renforcer son influence. Les premiers envois déçurent un peu, car ils contenaient plus de lait condensé que de fusils. Mais des armes suivirent, et le Parti communiste vit grandir d'autant son prestige. Dans le ciel de Madrid, dominé jusque-là par l'invasion franquiste grâce aux appareils fournis par Hitler et Mussolini, les chasseurs soviétiques allaient se faire particulièrement remarquer. Un jour que nous étions en train de regarder le passage des avions, nous avons vu quelques petits appareils avec une espèce de grosse tête, qui étaient les fameux Chatos, qui évoluaient avec une vitesse incroyable. Il y en avait deux types, les Chatos et les Moscas, et on en vit un abattre un appareil nationaliste. Les gens commencèrent à s'émouvoir, à crier « Vive la Russie !» et ils s'embrassaient. L'URSS et l'Internationale communiste s'efforçaient d'apparaître comme les meilleurs soutiens de l'Espagne républicaine. Les dirigeants du PCE, comme Dolores Ibarruri, appelaient à la solidarité internationale avec la République. Del pueblo francés para con el pueblo español. Que el pueblo francés no olvide que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad.
C'est également, surtout, sur l'impulsion de l'internationale communiste que se constituèrent les brigades internationales. Les travailleurs de tous les pays, mais où les plus nombreux étaient des militants allemands venus chercher en Espagne une revanche sur le fascisme, vinrent ainsi combattre aux côtés des ouvriers et des paysans espagnols. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. C'est en novembre 1936, au moment où les armées franquistes étaient aux portes de Madrid, que les premières brigades firent leur apparition sur le front. Et en ces jours difficiles, leur rôle ne fut pas négligeable. L'une des premières brigades portait le nom du dirigeant communiste allemand Ernst Thälmann, enfermé certes dans un camp de concentration, mais après avoir été le responsable de la désastreuse politique qui avait permis l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et c'était un bien mauvais présage sur le rôle politique qu'allaient jouer les brigades internationales qui servirent d'alibi internationaliste à la politique de trahison des dirigeants réformistes et staliniens. Mais quoi qu'il en soit, les armes russes comme les brigades internationales contribuaient à augmenter le poids politique du Parti communiste en même temps que l'influence soviétique. On pouvait certes voir dans les cinémas de Madrid des films exaltant le combat des marins de Kronstadt, mais les dirigeants de l'URSS n'appelaient pas les travailleurs espagnols à suivre cet exemple. Ils les incitaient au contraire à faire confiance aux homologues des Kerensky que les bolcheviks avaient combattus 20 ans plus tôt. Le Parti communiste présentait ceux qui parlaient de révolution sociale comme des auxiliaires de Franco. Il renvoyait toute réforme à après la victoire militaire. Fin 1936, Staline écrivit une lettre en français diplomatique à Largo Caballero dans laquelle il affirmait qu'il fallait rechercher l'appui des libéraux et des conservateurs et empêcher que les ennemis de l'Espagne la considèrent comme une république communiste. Les ministres du gouvernement républicain n'avaient évidemment pas besoin de ces conseils, mais la caution que leur apportaient les dirigeants de l'URSS leur permettait de mieux tromper les travailleurs. Quand il qualifiait quelques années plus tôt l'internationale stalinienne de grand organisateur de la défaite, Trotsky dépeignait à l'avance ce qu'allait être son rôle en Espagne. En ne parlant plus que de défense de la République, en présentant la guerre civile non comme la guerre des exploités contre les exploiteurs, mais comme une guerre pour l'indépendance nationale du pays qui aurait été menacée par Hitler et Franco, le Parti communiste espagnol contribuait en effet à retirer aux exploités leur raison de se battre. Au nom des nécessités militaires, les dirigeants communistes comme Lister s'employaient à reconstruire l'État bourgeois, son armée et sa police. Cette guerre civile avait aussi besoin d'une armée. Le véritable berceau, le véritable exemple de cette armée fut le 5e régiment. Seulement la discipline, l'efficacité de ces nouvelles troupes n'allait pas être utilisée pour défendre les conquêtes ouvrières, mais au contraire pour les liquider. Le gouvernement républicain avait reconstruit une armée régulière. Grâce au matériel vendu par l'URSS, cette armée avait été plus ou moins bien équipée, mieux en tout cas dans les films de propagande que sur le front. Mais sur ce terrain-là, la compétition avec Franco, qui bénéficiait d'une aide bien plus importante venant d'Allemagne et d'Italie, était perdue d'avance. Ce qui aurait pu malgré tout donner la supériorité aux armées de la République, c'était l'enthousiasme révolutionnaire, si le gouvernement n'avait pas précisément fait tout ce qui était en son pouvoir pour le faire retomber. Le défaut des milices, ce n'était pas seulement la faiblesse de leur organisation, c'était pour un homme comme Lister de dépendre des organisations ouvrières. Les milices n'étaient pas vraiment efficaces parce qu'elles n'obéissaient pas réellement à un commandement militaire, elles n'obéissaient pas réellement à un état-major. Elles dépendaient des syndicats, des partis politiques, elles n'avaient pas d'efficacité militaire pour combattre une armée régulière, organisée, comme celle que nous avions en face. Ils avaient ramené leurs forces d'Afrique et avaient mis en marche les unités militaires qui étaient restées en leur pouvoir, et voilà que commencèrent d'arriver les unités régulières des armées étrangères. Des forces italiennes et de la Légion Condor furent très vite là.
On ne pouvait faire face à cela avec des milices de partis qui n'obéissaient pas aux ordres et qui, quand elles recevaient un ordre, devaient se réunir en assemblée pour décider si on obéissait ou non à cet ordre. Que cette politique ait eu l'assentiment de tous ceux qui voulaient rétablir l'ordre bourgeois dans son intégralité, c'est ce qu'affirme tout crûment le dirigeant du PC catalán, Pere Ardiaca. Y como nosotros éramos partidarios de disciplina, de control, de poner todas las normas que hacían falta para restablecer el ejército, para restablecer la policía, para restablecer la justicia, pues es evidente que todas estas cosas eran cogidas por la población de una manera favorable. Le Parti communiste était partisan d'éviter tout ce qui pouvait effaroucher les libéraux bourgeois, mais il ne reculait devant aucun moyen dans sa lutte contre ceux qui se situaient à sa gauche. Dans une réunion du comité central qui se déroulait en mars 1937, José Díaz, secrétaire général du Parti communiste d'Espagne, demanda « Qui sont les ennemis de la République ?» et il les identifia comme les fascistes, les incontrôlés et les militants du POUM. Le POUM était un petit parti marxiste indépendant dont de nombreux militants venaient du mouvement trotskiste et qui défendait l'idée que la guerre et la révolution étaient inséparables. Il n'en fallait pas plus pour être taxé de fasciste par Moscou et par le PCE. Le 1er mai 1937, il n'y eut aucune manifestation à Barcelone. Elles avaient dû être annulées tant la tension politique entre le PCE d'une part et les anarchistes et le POUM d'autre part avait augmenté à cause de la volonté de plus en plus déclarée du Parti communiste et du gouvernement central de reprendre le contrôle de la ville à la CNT. L'affrontement commença ici, à la Telefónica, la compagnie du téléphone, contrôlée par les anarchistes. Enriqueta García Cervera était l'une des téléphonistes de service. Y yo estaba en el locutorio. El locutorio estaba delante de la ventana. Y entonces los guardianes de la FAI estaban durmiendo allí. Y de pronto a las 3 vi 2 o 3 camiones de guardias de asalto que con una rapidez extraordinaria entraban dentro de la Telefónica. Y que se quedaban unos a la derecha y otros a la izquierda. Se veía que en el primer piso estaba el control. Y fueron subiendo y se oyeron tiros. Entonces, claro, se amontonaron todos. Les travailleurs de Barcelone relevèrent le défi. Des barricades surgirent dans toute la ville. Des échanges de coups de feu commencèrent. Sur le front d'Aragon, des détachements anarchistes commencèrent à se mettre en route vers Barcelone. Le militant de la CNT, Juan Manuel Molinera, était sous-secrétaire de la défense de Catalogne. Le Conseil de défense appela tous les chefs et commissaires de toutes les divisions du front. Je parlais avec eux et je leur dis de rester tranquilles, d'assurer le front, qu'il ne se passait rien à Barcelone, que nous étions assez nombreux et même trop. Les travailleurs insurgés étaient pratiquement maîtres de la ville, mais ni les dirigeants de la CNT ni ceux du POUM n'étaient prêts à se mettre à leur tête. Effectivement, à Barcelone, nous étions totalement maîtres de la situation. Je n'étais pas encore intervenu. Toutes les casernes de Barcelone étaient entre mes mains, à part la Karl Marx, qui était encerclée par le peuple, prêt à donner l'assaut quand on nous donnerait l'ordre. Les ministres anarchistes jetèrent leur influence dans la balance pour amener les travailleurs de Barcelone à déposer les armes. Federica Montseny, ministre de la Santé, s'adresse par radio aux travailleurs. Nous leur fîmes comprendre que l'on ne pouvait pas continuer ainsi, qu'il fallait déposer les armes, qu'il fallait terminer cette lutte fratricide, qu'il ne fallait pas que les fronts craquent, que cela terminerait la guerre d'une manière honteuse et serait un spectacle terrible aux yeux du reste du monde. Cette prise de position des ministres anarchistes provoqua l'indignation de nombreux combattants des barricades qui, lâchés par leurs dirigeants, se retrouvaient sans perspective, mais qui étaient conscients que cette capitulation signifiait la fin de la révolution. Le gouvernement central envoya des troupes à Barcelone pour établir l'ordre. Les 5 jours de combat de rue qui suivirent provoquèrent plus de 500 morts. Le gouvernement central avait imposé son autorité à Barcelone. Il avait du même coup brisé l'enthousiasme de juillet 1936.
On a perdu la guerre, on a perdu la révolution et tous les espoirs que le peuple espagnol avait déposés dans une transformation sociale avec les événements de mai. Les événements de mai 1937 provoquèrent aussi la chute de Largo Caballero, dont le gouvernement reposait sur l'équilibre des forces politiques qui existaient à l'été 1936 et qui tenaient compte en particulier du poids de la CNT. Largo Caballero fut remplacé par Negrín, appartenant lui aussi au Parti socialiste, mais dont le gouvernement incarnait le rétablissement de l'autorité de l'État bourgeois. Dans cette politique de reprise en main menée par le gouvernement central et dont le Parti communiste était le fer de lance, la prochaine victime devait être le POUM, qui incarnait pour tous les réformistes le danger révolutionnaire. En juin 1937, la répression contre le POUM et ses dirigeants commença. Le premier à être arrêté fut le secrétaire général Andrés Nin. Julián Gorkin était dans le même bâtiment quand arriva la police. Ensuite est venu un autre membre du comité exécutif pour me dire que la police qui venait nous arrêter était arrivée et qu'ils emmenaient Andrés Nin. Je me penchai au balcon et je vais sortir Andrés Nin tranquillement au milieu des policiers. Je n'aurais jamais cru que je ne le reverrais plus et je n'imaginais pas la terrible tragédie qui se préparait pour la mort d'Andrés Nin. Nin ne devait jamais réapparaître. Il fut, semble-t-il, conduit à la prison d'Alcalá de Henares et ensuite assassiné par des agents de Staline. L'Aragon était le dernier fief anarchiste. En août 1937, Lister, dirigeant du Parti communiste et chef militaire, y fut envoyé pour établir l'autorité du gouvernement central. Les forces gouvernementales remirent les terres collectivisées à leurs anciens propriétaires. Les communautés rurales, les milices avaient disparu. La nouvelle armée, dite populaire, dont le gouvernement et le PC proclamaient qu'elle était indispensable à la victoire finale, était la seule force armée sur le territoire républicain. Elle tenta certes plusieurs fois de prendre l'initiative, à Belchite, à Teruel, mais chacune de ces offensives se termina par un désastre, car du strict point de vue militaire, la supériorité était du côté de Franco et la République n'incarnait plus cet espoir révolutionnaire qui aurait pu galvaniser les énergies populaires sur son propre territoire comme sur les arrières de Franco. C'est sur l'Èbre qu'eut lieu la dernière tentative. Le 28 juillet 1938, la République y lança sa plus grande offensive. Mais là aussi, après des succès initiaux, les armées républicaines durent battre en retraite. Après cet échec militaire, Negrín essaya de trouver une issue à la situation par une autre voie. Il formula les 13 points de la victoire, qui n'étaient en fait qu'une tentative désespérée de négocier avec Franco. Mais les jours de la République étaient comptés. Barcelone, qui était soumise depuis des mois à des bombardements incessants, était couverte de ruines. La capitale de la Révolution avait été détruite dans sa chair et dans son âme. C'est une autre Barcelone, celle de la réaction et de la haine anti-ouvrière, qui accueillit les troupes du général Yagüe. Mais dans cette foule à genoux, il n'y avait plus qu'un symbole. Quelques semaines plus tard, ce qui restait de la zone républicaine s'effondrait, et les clochers de toutes les églises d'Espagne carillonnaient la victoire de Franco et de la réaction. La radio franquiste donnait lecture du dernier communiqué de l'état-major. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Rumbo 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Franco pouvait faire chanter des Te Deum.
Il aurait eu plus de raison de remercier pour sa victoire les dirigeants républicains qui avaient brisé l'espoir populaire que Dieu le Père. Pour près de 40 ans, l'Espagne s'enfonçait dans une dictature obscurantiste qui réservait aux enfants des vainqueurs un avenir guère plus réjouissant qu'à ceux des vaincus.